Voilà, on va parler un petit peu du GP Veyron. On n'a pas réussi à avoir de Zani puisqu'il est fatigué après son retour très triomphal et triomphal. Il en a pas gagné. C'est vrai qu'il n'a même pas gagné. Il a encore fait ta fuite quoi. Ouais, Qu'est-ce que tu as à nous dire, Ellie? Toi tu étais au GP, t'es le seul de nous quatre. J'ai vraiment. Ma team me déçoit un petit peu là. Death perd encore en demi, je sais pas. Pierre il a perdu en quart de QT. Pierre il perd en quart de QT. Franchement, je suis pas très rassuré quoi. Donc Ellie va jouer à Utrecht avec Pierre Dagen et Jérémy Deseni. Oui, tout à fait. Donc, j'étais à Veyron, donc je peux vous en parler un petit peu. J'ai fait jour 2, même si ça s'est pas très bien passé. Pour le coup, c'était un tour pour lequel j'étais pas du tout préparé, puisque le standard, j'avais pas du tout touché, et j'ai atterri le samedi matin avant de récupérer un deck fraîchement prêté. Cela dit, le format standard pour l'instant me semble pas toujours très excitant, donc je sais pas si on parle encore du standard ou si un petit peu... Ouais, tu peux parler vite du standard. Qu'est-ce qui a parfait, puisque moi je jouais June comme Jérémy, même si j'avais pas la dernière liste. C'est pas que c'est un format en fait qui ne requiert pas de skill et tout, j'ai l'impression que les games sont quand même relativement compliqués, mais c'est surtout que ça manque de saveur un petit peu. On a vraiment l'impression d'avoir un match d'empilement de bonnes cartes d'un côté et d'un autre avec des decks particulièrement faibles et des cartes particulièrement fortes. D'accord. Je suis d'accord avec ça. T'as pas l'impression, oui, t'as pas de deck synergique. Les jeux sont pas très synergiques, il y a quelques cartes qui sont très fortes et tu remplis le reste avec des merguez dans tous les sens. Ça donne des parties intéressantes avec souvent des calculs de board position qui font plus penser au limité, alors qu'en contrée on va plus résoudre un spell clé, etc. Là, de toute façon, des spells horribles on va en prendre et ça va être des races, des calculs de board, plein de bêtes. Il y a des phases de combat qui sont particulièrement intéressantes. Ouais, c'est ça. En gros, le format c'est quoi? C'est Strikecorn, Sphinx Revelation et en gros Restoration Angel, Outmaster, ouais, et après t'as Shaman Brûle Branche et Experience One et 2-3 drop 1 qui sont vraiment forts. Shaman Brûle Branche. Burning Tree Shaman. Burning Tree Emissary qui est vraiment une carte très forte qui a permis au deck aggro d'exploser, d'exister, hein, parce que bon, pour le coup, j'ai pas l'impression que ce soit très fort. Il y a quand même des choses qui commencent à se détacher, c'est-à-dire que globalement, les decks aggro, ils ont pas très bien réussi finalement. Non, mais... Ce qui est logique dans un format avec Strikecorn et Sphinx Revelation finalement, ça marche pas si bien que ça. Tout le monde joue des anti-bêtes puisqu'il n'y a pas de deck contrôle non plus, donc tu vas pas passer en rush et tu vas prendre des Master dans des Strikecorn c'est-à-dire que on a des decks qui jouent Strikecorn et Centaur Healer, donc beaucoup de gains de points de vie avec l'ange pour les... En gros on a le réanimateur qui joue ça, le June qui joue Huntmaster et Strikecorn, et l'agro qui essaye péniblement de faire passer ses bêtes avant, mais c'est difficile. Si je puis permettre sur Verona, le petit changement qu'il y a eu, c'est-à-dire que les decks qui ont vraiment parfait, ça a été les réanimateurs, et pas les Human Reanimator combo avec l'ange Cassis qui remonte tout, qui était un petit peu attendu. Ça a été Martin Juza qui a un deck qui n'a pas besoin de réanimer pour gagner. Et voilà, qui a un deck qui gagne plutôt avec le Craterhoof Behemoth et pas mal de petits mana d'orc et tout ça. Une sorte de frite quoi. Voilà, donc qui va gagner sur Death Rite, Unburial Rites, mais qui peut gagner aussi sans. Pour le coup, il ne jouait plus Lingering Souls malgré des effets, je sais plus qu'est-ce qu'il jouait. Mais grosso modo, c'est un deck avec que des bonnes bêtes, des accélérateurs de mana et qui va réanimer un Craterhoof qui, pour le coup, sur un board avec 4-5 créatures, mettre plus 6/6 trample, c'est assez peu. Ils sont remis à jouer des anges de la sérénité. Angela Serenity, voilà, c'est ça. Avec des accélérateurs de mana, finalement, il arrive sur 5 ou 6. Et les cartes que tu joues avant te font gagner des points de vie, et quand tu le joues, tu gagnes contre aggro. Voilà, fin, terminé. Je voyais encore des versions avec Craterhoof. Il a qu'une des bêtes 20 fois. Donc il en joue plus qu'un seul. C'est principalement des Angela Serenity. Ça coûte un moins, c'est plus facile à caster, mais ça fait gagner pareil. Ça c'est bon à savoir. Encore une fois, s'il n'y avait pas trop de side anti-grave, donc comme à chaque tournoi, plus personne met de side contre le graveyard, un deck basé sur le graveyard gagne. Je vous déconseille de jouer ça au prochain tournoi. C'est le cycle de la vie. C'est exactement ça. Aussi, c'est un deck qui perd, mais c'est le genre de deck qui perd contre Esper. Et le fait est que les contrôles les plus lourds n'ont pas perfait, et que du coup c'est la fête pour les decks midrange
contentent de battre aggro et qui n'ont pas besoin de chercher suffisamment de contrôle vu qu'il y en a C'est ça pas. en fait, les decks midrange doivent juste. Et du coup, qu'est-ce qui domine le format actuellement? C'est Reanimator et Jung. Oui, enfin. Plus ou moins. J'ai pris énormément de Naya en fait. Ouais. Plutôt. Des Naya humains Des Naya midrange et des Naya aggro. Pour le coup, Naya midrange, c'est strictement inférieur à June, je pense, en termes de midrange. Ouais, ça a l'air, ouais. C'est pareil, sauf qu'il a Le pas fait de de ne pas avoir accès à Oui, je des pense Rakdos Return, Ouais, voilà, des vrais removal. Qu'est-ce que j'ai joué comme carte de bof? Ah mais le June c'est comme d'habitude t'empiles les cartes qui font un petit peu de card advantage et puis Et des bons spells. des spells juste qui ont une puissance brute supérieure à ce que joue la moyenne des jeux. Et ce qui fait que dans un format où il n'y a pas vraiment de contre, où il n'y a pas vraiment de bons aggro, c'est June qui gagne à la fin. Ah oui, d'accord, je comprends Oui, mieux non, son pseudo. ouais, ce Reanimator est pas très dépendant du Grave. C'est qui? C'était le Brut? Oui, Le enfin, Ouais mais si tu joues plus, si t'as plus rythme, tu fais plus assez de card advantage en fait. je sais pas exactement. En fait, je vais pas trop parler de ce deck là parce que voilà, j'en sais rien. Oui, il peut juste caster ces grosses créatures. C'est bien. Bon, du coup, voilà, des effets top 8. Hein. Voilà, bon, Jérémy Encore une Rosani est encore parfait. Comme à chaque fois qu'il met un truc avec du vert, du noir et du rouge dedans. Comme d'habitude. C'est s'il avait su, non, il mais aurait c'est- pas dû jouer Scruté quand. Hein. Ouais non il aurait pu faire contre-mouche quand même. Ouais, il aurait pu faire la C'est un petit peu mon regret quoi. Mais, Du coup je sais pas gagner discuter, puisque de toute façon il se serait qualifié puisqu'il a l'habitude de faire au moins demi-finale sur ses grands prix quoi. voilà, savoir qu'on avait vu pas mal d'Américains débarquer à ce GP avant Utrecht. C'est vrai, ça veut dire qu'il y C'est aura bizarre, vraiment du monde à Utrecht. Il y a- ça va être alors, bien. Parce que t'as San Diego en même temps qu'Utrecht en plus, tu vois. Oui, mais- Ouais, mais San Diego c'est un moderne Utrecht un team en limité. Donc voilà. Pour le coup, je pense qu'il va y avoir des teams qui arrivent assez mastodontes, puisque il y avait du Sam Black, Oh là là. il y avait du Gary Thompson, il y avait du. Enfin voilà, il y avait du petit pro quand même à la pizzeria le soir en sortant de GP. On va défacer un cap assez aberrant, je pense, sur le nombre de joueurs présents à ce tournoi. Je sais pas trop. Moi j'ai l'impression, à voir à tâter mon entourage, les gens que je connais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas de team, qui ont du mal à monter des teams, qui annulent. Enfin, Ils se sont fait dropper de leur team. voilà, donc on a des gens qui ont abandonné leurs camarades Alexandre Réchal, qui dans leur équipe pour aller jouer avec des filles. Ah. Il y a certaines règles après, selon moi. Alors après caméra ça me fait marrer cette histoire. On a plombé mais je vais en entendre plus sur cette histoire. Rien qu'à voir, dans les voitures, il y a beaucoup de gens qui drop et tout. Donc je sais pas, il suffit qu'il y ait une personne dans la team qui drop Et ça fait dropper et les ça trois. fait dropper les trois. Ça a l'air en termes de D'ailleurs, logistique, c'est plus il compliqué. y a Clément Le Sage qui cherche une team. Voilà. Si donc, vous du cherchez, hein. coup, il Il a deux bails. Hein. Il y a quand même aussi pas mal de vieux joueurs qui se sont motivés pour jouer, tu vois. Il y a quand même une team. Ouais ça a fait. Les deux ruelles avec. Jedon. Avec Jedon. Non, c'est- Enfin, on va même revoir des malos, Ils vont des pas le machins. faire a enfin. priori. Ah ouais. Ah, Ah, je sais triste. rien. Le problème, c'est bouger Antoine, je pense. Ouais. En tout cas, enfin, il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup de grosses teams. C'est quoi l'histoire avec ce Clément? On va s'arrêter là avec cette histoire. Et j'espère qu'il y aura vraiment beaucoup de joueurs. Apparemment pas de ruelle, selon moi. Ouais, c'est ce que tu es en train de nous dire, Ellie, t'écoutes ou Quoi? C'est qui C'est les ce pigeons? que j'étais en train de dire. Enfin, je suis en train de dire le contraire aussi avant, donc comme je dis tout n'importe quoi, faut peut-être pas trop s'y fier. Hein. Enfin voilà, du coup, avant Utrecht, on va parler un petit peu de team de team draft. Sans transition. Vous avez vu ça? Comment on a amené ça sans faire exprès? T'as vu comment on est passé de Vérone à Utrecht d'un coup là comme Mais ça? c'est Et Par les ce Américains. professionnalisme, Et monsieur. sans utiliser le mot GP. Eh ouais, t'as vu? Donc Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Team Sealed? C'est excessivement compliqué à builder. Je sais pas, Je je suis pas pense sûr qu'il sur faut celui-là. pas perdre, enfin, c'est très facile de prendre des mauvaises orientations et de perdre de vue qu'est-ce qui fait gagner Magic. Ouais. C'est-à-dire, faut builder un deck, et un deck en limité, c'est une curve, c'est des bêtes, ça va être un truc équilibré. Et le fait est que ça a l'air compliqué, mais voilà, là, l'équation à faire, on vient d'en ouvrir un qui était assez simple, qu'un Oui. cas d'école, c'est comme ça qu'il faut le builder normalement. Voilà, c'est ça,
Ça a l'air compliqué parce qu'on doit builder 3 decks au lieu de 1, donc ça fait beaucoup plus de combinaisons. Ouais, et puis là, avec les guilds, en fait, tu vas souvent devoir tourner autour de 2 couleurs. 3 x 2, ça fait 6, on en a que 5 à Magic. Des fois, il va falloir peut-être faire un tricolore, il va falloir voir pour du mid-range, de l'aggro, voir ce qui est vraiment. Je pense justement qu'il y aura beaucoup de joueurs qui céderont à la tentation d'aller jouer 3 couleurs. Alors qu'en fait, le fait, c'est qu'avec 12 boosters, c'est quasiment sûr qu'on peut builder 3 decks, 3 bons jeux juste sur 2 couleurs. Et je pense que la tentation d'aller splasher sera pas toujours une bonne idée. Est-ce que 3 mid-range, c'est pas impossible. Est-ce que 3 tricolores mid-range, ça va pas défoncer les decks pseudo-parfaits Boros et tout 3, en fait, le truc mid-range, ça défonce jamais aggro dans ce format. 3 couleurs ne défoncent pas 2 couleurs aggro. Non, il y a... À moins de... Enfin, il y a des exceptions, mais en du manière générale, non. Un truc que j'ai pu vérifier en CB d'une manière générale, c'est que si t'as en particulier dans ce format, où souvent les gens ont du mal à avoir un bon scellé, ils sont obligés d'aller splasher pour avoir suffisamment de playable, c'est que le joueur qui a, on s'en fout des rares machin, le joueur qui arrive à avoir une curve et 2 couleurs équilibrées, et du coup pas galérer avec ses bases de mana, fait toujours battre T2, battre T3, battre T4, il va toujours bourrer le mec qui a 4 spoilers et qui joue 3 couleurs. Souvent, quoi. Régulièrement. En général. 60-40, quoi. Pour moi, ça s'est vérifié sur plusieurs paquets CV déjà. Mais du coup, en fait, l'idée c'est simplement. En fait, il y a des guilds qui sont vraiment aggro, d'autres qui sont vraiment contrôle. Et du coup, je pense. Ce qui. Ouais. Ah, mais c'est pas Pierre. Mais non, We Love Give Human, c'est Jérémy Dozani. Ah, je me disais, c'est un des membres de ma team. Ce qui va Mais être. Pierre, il bosse lui. Ce qui va marcher en général, ça va être par exemple un Boros, un Cynic et un Orzhov. Parce que le blanc est facile. Ouais, le blanc est facile à séparer. Facile de séparer les cartes qui sont agressives en blanc et les cartes qui sont défensives. Et il est suffisamment deep en général. Et le blanc est voilà, c'est ça. Donc du coup, normalement, ce sera plus facile à faire. Il y aura de temps en temps un Grul, un Dimir et un Orzhov. À mon avis, j'ai l'impression que Mais ce sera c'est dur plus difficile à faire. d'avoir Orzhov plus Dimir, ça a l'air dur quand même. Voilà, parce que Orzhov et Dimir jouent le même noir. Ouais, c'est ça, le problème. Voilà, en gros, c'est Exactement. difficile d'avoir Orzhov et Dimir ou d'avoir Grul et Boros parce qu'ils vont jouer les mêmes types de cartes, donc il va falloir faire des choix de ces deux. Enfin, entre ces. Ça, je suis assez d'accord, ouais, c'est ça. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Il y a le fait que les capacités des guildes sont des capacités masse critiques, c'est-à-dire que plus t'en as, plus c'est fort. Ouais. Je pense notamment à Evolve et Exhort en particulier. qui sont comme Bataillon. ça. Le bataillon, peut-être Non, aussi, mais non. Bataillon c'est le cas aussi, Bataillon, et dans c'est une pas certaine marrant. mesure, coup de sang ça te permet d'avoir vraiment de la souplesse quoi, si tu as plusieurs coups de sang différents. Du coup, le fait d'aller chercher d'autres types d'archétypes qui soient pas des guildes, ça marche pas très bien, t'as pas très envie de mélanger les guildes. Là où on pouvait tenter de le faire en Ravnica, faire un archétypal, jouer un tricolore qui mêlait plusieurs capacités. Là, faut vraiment essayer de mettre tous les Exorts dans le même deck, tous les Evolve dans le même deck. Quoi. C'est ce que vous avez dit dernier podcast, et je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'avant, à part la capacité de Chesnia, toutes les capacités, elles étaient complètement indépendantes. Ouais, que t'en aies 4 ou que t'en aies 8 dans le jeu, ça changeait pas grand chose à la puissance de ton deck. Alors quoi. que c'est pas du tout le cas pour Evolve. Bon, Bataillon, ça demande de maxer les créatures, donc c'est une masse critique de créatures, c'est légèrement différent. Et Extort aussi, c'est un phénomène de masse critique. Que forcément, quand l'autre commence à prendre des élixes à chaque fois que tu Voilà, joues un c'est spell, ça. c'est problématique. Il y a Une bête Jérémy qui est en Exort. train d'annoncer des trucs dans le chat pour toi. Une bête D'accord, Exort, ça c'est va cool, être mais le ça fait rarement une grosse différence. À partir du moment où tu peux exhorter 2 fois pour chaque spell, 3 ça accords, commence à c'est faire trop quoi. cool. J'ai déjà dit que j'allais surtout dans la team polir les angles et tout. Jérémy, surtout, n'hésite pas, c'est de la balle ce que tu fais. Apparemment, je vais être le micro de votre table le team pendant spirit à fond, quoi. Non, En fait- mais si, ça devrait très bien se passer. Bah, surtout qu'au final, on va quand même relativement tomber d'accord. Oui, voilà, au final, je pense que vous allez tomber d'accord. Au niveau de jeu, de toute façon, il n'y a même pas de discussion, c'est plus au niveau building où il y aura probablement de la discussion, quoi. Et enfin, après, c'est quelques minutes à passer, une fois que ce sera fait, qu'on sera mis Voilà, d'accord. après, voilà, quand on est souple. Pierre est souple. Tu vois, Jérémy est souple. j'aurais Timothée qui fera « Oh, on va faire 3 cyniques !» Non, on peut pas jouer que des cyniques. Si on
le Boros, le Simic et leurs œuvres, on essaiera de faire ça quand même. Ouais, ça, sur le papier, ça a l'air d'être. Sur le papier, si tu peux faire ça, c'est ce qu'il y a de plus classique et ce qu'il y a même ce qui est plus efficace en général. Et pour le team draft, on parle du team draft. Oui, on va parler du team draft aussi parce que c'est une manière assez différente de drafter au final. Ouais. Donc on va commencer vite fait par rappeler ce que c'est que le team draft. C'est 6 joueurs. On alterne un joueur sur 2 de chaque équipe. Et on draft. Après, on draft à 6 quoi. Voilà, ça pose quand même pas mal de différences. Alors c'est un format qui est très fameux sur les D2 de GP et sur les Pro Tours. Donc en général, entre pros, on fait des team draft quand on a rien à faire. Tu prends 2 de tes meilleurs amis, tu vas chercher une team de méchants, typiquement des Italiens ou des Japonais. Les Italiens ils sont tout le temps méchants. Voilà, des gens puis comme tu les retrouves sur tous les endroits, forcément tu les connais un petit peu et tu sais que... Non mais si, c'est pareil, on rejoue toujours contre les mêmes au final. Après, les Japonais sont très gentils, mais comme ils parlent pas du tout aucune autre langue que le japonais, tu peux les traiter de méchants si tu veux. Ah, tu leur présentes 3 packs et tu leur fais money, ils comprennent. Si je voulais vraiment parler. C'est très bien de jouer contre les Japonais, moi j'aime bien parce que justement ils parlent rien et on se rend compte que quand on joue à Magic, il n'y a quasiment pas besoin de parler et ça, même si on mise entre guillemets la valeur des cartes qu'on ouvre, voire peut-être des fois 10 ou 20 boules. Non, on fait jamais ça. Ça reste quand même relativement bon esprit. Enfin, personne va essayer de gros baquer, tu retournes pas en arrière, mais tu fais pas n'importe quoi. Puis ils sont nuls aussi. ça dépend lesquels. Hein. Les Italiens, au Nolu, il y avait une petite team Shua, Yuya, c'était pas. Ça commençait mal. J'ai pas utilisé les 2 autres, mais ça commençait mal. Je pense que si on voulait commencer par parler des teams draft avec des Japonais, on aurait dû inviter Guillaume Matignon. Hein. Oui, vas-y, je trouve absolument la discussion, je suis trop naze. Il a des milliards de drafts contre les Japonais. Tous les premiers tournois que j'ai fait. On va se recentrer sur le format en soi. Ouais, d'accord, bon. Non, faut quelqu'un pour les encadrer. C'est toi l'enfant qui dit ça. Je sais, c'est moi l'enfant. Mais alors ce qui change principalement déjà, t'as 6 boosters 8, donc il y a un peu moins de profondeur. Enfin, il y a plus, la wheel est plus importante. Ouais. Et il y a un peu moins de boosters ouverts, donc tu peux moins te dire je draft ça parce que je vais avoir forcément ça sur la masse de cartes ouvertes qui va m'arriver. Ça marche moins parce que tu peux plus facilement avoir des communes qui ne sont pas ouvertes du tout ou trucs comme ça. Le contre-draft est beaucoup plus important. Voilà, ça c'est le point clé, c'est le contre-draft. C'est pas une chance sur un draft normal, contre-drafté, t'as un peu moins d'une chance sur 2 que ça ait un impact, puisque t'as un peu moins une chance sur 2 de rencontrer la personne à qui t'as enlevé la carte, qui l'aura peut-être pas pioché, etc. Enfin, le contre-draft en gros, c'est pas très intéressant quand tu fais un draft normal. C'est vraiment pas très important. Alors que sur un là, quand t'enlèves une carte à tes adversaires, j'entends, c'est tous les matchs. C'est comme si tu jouais à chaque fois contre la personne à qui t'enlevais la carte, puisque la personne à qui t'enlève la carte va jouer contre toi et tes deux partenaires. Est-ce que ça marche exactement comme ça en GP? Je crois qu'il n'y a que 2 rondes. Il n'y a que 2 rondes. Hein. Tu team draft, tu fais le draft, tu vas rencontrer 2 des 3 personnes de la team d'en face. Ouais, alors c'est vrai que traditionnellement on faisait les 3 matchs. Ouais. Et effectivement ça changeait pour éviter d'avoir à faire trop de draft et pas non plus faire. Et pas assez de rondes. Le problème c'est que ce qui se passait c'est que si on devait faire tous les matchs contre chaque équipe, il y allait avoir des. Tu tombes contre team un petit peu fiche, d'une 3-0, 3-0, 3-0, ça va aller quoi. Ça dépend comment se compter les points après, tu vois, ça peut être comme 3 points ou 9 points, tu vois. Là, ça faisait 9 points, c'est autant de points. Bon, du coup, on fait un draft de match. Donc, il va y avoir à chaque fois quelqu'un de la team d'en face que tu vas pas voir. Donc, sur ces drafts, tu peux faire 6 points, 3 points ou 0,6, c'est ça? Ou si tu fais genre. Parce que. Oui, c'est ça. Grosso modo, il va y avoir 2 rondes. Ouais. Une ronde, ça va être ta team qui rencontre chacun un joueur de l'autre team. Ouais. Et soit tu gagnes, soit tu as perdu. Et donc il y a 6 points en jeu, soit 6-0, soit 3-3, soit 0-3, 0-6. Soit vous arrivez à faire des draws en team, c'est encore plus dur de faire des draws parce qu'il faut que
il n'y ait pas eu 2-0 sur les 2 matchs qui se sont finis ou des trucs comme ça. Ok. Donc tu peux très bien gagner, enfin genre faire 1-2 et puis 3Z et finalement tu auras 3-3 alors que tu aurais dû gagner en team draft quoi. C'est ça. D'accord. Ouais, donc il faut gagner toutes les rondes. Il faut tout gagner. Oui, c'est pas ronde après. C'est pas la somme de. C'est pas la somme des matchs contre une team, c'est les 3 rondes puis les 3 rondes qui sont indépendantes. En tout cas pour le contre-draft, en gros à chaque fois que tu vas ouvrir une grosse rare ou une très bonne inco, pour éviter tu vas la prendre à chaque match, tu l'enlèves. Après, sauf si tu sens vraiment très bien sur quoi le mec est à ta gauche, que tu ouvres une rare, que tu sais qu'elle va servir à ton pote de plus loin. C'est ça, après. Tu vas arriver vraiment aussi. Il est très important d'essayer de comprendre ce que draft tes 2 voisins. Encore beaucoup plus que d'habitude, savoir sur quoi t'as envoyé ton mec de gauche, c'est très important. Dans ce format en particulier, en fait, il y en a qui est arrivé au point à se dire c'est tellement dramatique si on est 2 de la même équipe à drafter la même guilde, parce que bon là on est en guilde, que en fait ils avaient décidé à l'avance quelle guilde ils joueraient et à forcer ça. Ah, c'est chaud ça. Alors, déjà, je pense que t'as pas le droit de faire ça dans un vrai draft. On a si le droit de dire à l'avance. Tant que t'es pas assis sur ton draft, t'as le droit de dire ce que tu veux à qui tu veux. D'accord. Parce que déjà, en tant qu'arbitre, on peut pas. Oui, tu peux pas vérifier quoi. Je dis dans les voitures, effectivement. Ça m'a l'air d'être une stratégie un petit peu. T'as pas le droit de porter un t-shirt où il y a écrit dessus je vais drafter Simic quoi. C'est plus au palais. Mais c'est marqué sur son front. Tu peux arriver avec le petit badge Cynic. Oui. Borderline, non? Je sais pas, je pense pas. Enfin bref. En fait, je trouve que ce format incite un petit peu trop à la gruge, c'est beaucoup trop facile, je pense, de décider d'un signe dans l'équipe pour dire qu'est-ce que tu vas drafter. Et ça semble extrêmement dur, je me mets à la place des arbitres, à prévenir, et même avec un mec qui te regarde à la table, je sais pas si tu décides de compter avec le nombre de clignants de paupières ou tu regardes à droite, à gauche, en bas ou en haut, tu peux pas. Alors en tant qu'arbitre, j'ai trop d'éthique pour ne pas donner donner des idées, mais j'ai 1 milliard d'idées en tête, juste pour faire. Si vous avez déjà joué avec Kums, vous trichez à ce truc-là. Je pense exactement avec Kems. Contre Kems. Ça marche ou pas en tête de draft? C'est exactement ça, c'est juste trouver comment faire un signe. Où il n'y a pas juste où tu fais. C'est ce que j'aime pas trop dans ce format. C'est le gros problème. Après, on peut même si tu remarques un truc, arbitre, il s'est frotté le nez de façon bizarre. Le seul problème, c'est qu'il a fait une fois que tu filmes tous les il s'est gratté la tête avec la main droite. Et pourtant, il est coché. À moins que tu filmes la tête et les réactions de tous les joueurs sur chacun des drafts et que tu cherches des matchings en regardant qu'est-ce qu'il a drafté et qu'est-ce qu'ont drafté les autres, tu peux rien faire. C'est chaud. Putain, c'est un peu déprimant ça. Ouais. Parce que là, on est en train de casser le format. C'est un peu mauvais ça comme constat. J'aurais bien aimé avoir l'avis d'un arbitre L3+, là-dessus. D'un arbitre L3+. Mais non, mais parce que tu vas pas être arbitre à Utrecht et t'as pas eu à te poser cette problématique. Alors, je sais pas du tout, mais pour avoir déjà arbitré des drafts de jour 2 ou des trucs comme ça, de toute manière, nous, la seule chose qu'on peut observer, c'est les regards à côté. T'as les personnes super futées qui ont la tête tournée vraiment d'un côté ou de l'autre. Tu draftes quoi? Mais de toute façon, après, les signes, les mecs, ils vont devoir les faire plusieurs fois, entre guillemets, parce que c'est pas parce que tu ouvres une belle rare ou une belle truc qu'après on va te filer ses couleurs et que tu vas continuer dans ces couleurs et que du coup tu vas. Enfin, tu vois. Et le fera entre les deux. Après, de toute manière, ce qu'on va faire et ce qui va sans doute. Ce qui sera peut-être demandé aux joueurs, c'est vraiment demander aux joueurs d'avoir que leurs yeux aient une zone où, en grosso modo, ils peuvent voir que la table, les 50 cm autour de lui sur la table. Je pense que c'est pas bien sur tous les drafts déjà. Parce que s'il peut regarder le visage de quelqu'un d'autre, c'est mort. Je me suis déjà plus ou moins fait insulter par un mec qui était en face de moi en draft en jour 2 de GP. Parce que finalement j'avais changé de couleur et je commençais à lui cutter sa couleur à lui et ça le rendait complètement fou, tu vois. J'étais là, il parlait des trucs en rito, je comprenais rien, je l'ai défoncé en quart du draft, c'était assez bon d'ailleurs. Et je veux dire, pourtant ça s'entendait un minimum, tu vois. Moi j'attendais que les arbitres à côté fassent quelque chose, ils n'ont rien bougé, tu vois. Se faire exploser son draft parce qu'il y a un fichou qui a ouvert une mythique qui dit ah mais je vais switcher du coup, c'est insupportable. C'est pas parce que je vais vers une mythique, c'est parce que c'était vachement plus open et que enfin bref, il y a eu plein de raisons. C'est de chambrer en fait. Cela dit, il était vraiment archi vénère, il m'a sorti des trucs en italien un petit peu incompréhensibles pour moi parce que je connais pas du tout la langue
Enfin, j'aurais bien aimé qu'un arbitre lui dise. On doit se faire insulter en Italie. Tu lui dis tu es et tu regardes toute romantine de cette langue, là, tu la prends bien quoi. Non, après je l'ai bien calmé en quart, c'est bien, c'était une bonne vengeance. Non, mais sur le team draft, moi je pense que ce qui est intéressant, c'est d'essayer quand c'est possible, faut pas essayer de partager une couleur avec son voisin. Typiquement, si tu drafts Cynic, si ton voisin de gauche peut drafter Grul, c'est ce qui tienne mieux quoi. Et comme ça, quand t'as le choix entre la carte bleue et la carte verte, bah tu prends la carte verte. Enfin, ouais, il se défonce son draft. C'est comme ça que tu vas le plus lui manger son draft sans te défoncer le tien. Du coup, ça peut être même plus important à first pick de donner une bombe à gauche. Le problème, c'est que la bombe, tu vas la prendre dans la gueule si je veux dire. Mais ça va être intéressant de piquer la deuxième meilleure carte plutôt que la première. Et tu donnes une bombe juste parce que tu sais qu'il va la prendre. Pour obliger ton voisin à drafter la couleur que tu veux et pouvoir l'anti-drafter comme un peu en vrai. D'une manière générale, les boosters avec 2 bonnes cartes et des trucs largement en dessous sont très appréciables puisque tu sais à peu près vers quoi tu vas envoyer les gens. Le mec, ouais. Et d'ailleurs, pour tous les, on va faire des first pick, first pack comme toujours maintenant après. On va pouvoir donner des pics en fonction de si on joue en team ou pas, s'il y a des différences. Je propose de faire ça tout de suite. Tu veux faire ça tout de suite hein? Ouais. Ah ouais. Ok. C'est parti. Je pense qu'on a parlé des team draft et ouais, je pense que je sais pas si on a beaucoup de choses à rajouter sans faire de pratique. Alors attends, je sais. On rétrécit. Et ouais, on va rétrécir mec. Enfin toi ça va faire du bien. Oui, je suis invité. Exactement. Et voilà, donc nous on va regarder sur le grand écran histoire de voir ce qui se passe. Hein.